qui avait été identifié, c'est le manque de communication. Alors, dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire qu'on avait d'un côté des scientifiques qui avaient un certain nombre de projets de recherche, mais qui ne matchaient pas forcément avec les besoins des opérateurs, et puis pas vraiment non plus des opérateurs qui avaient créé les conditions pour remonter leurs besoins auprès des opérateurs scientifiques. Donc, il a été clairement identifié qu'il fallait combler cet égard-là pour faire matcher les travaux. À l'issue de ça, on peut également conclure sur autre chose, c'est qu'il y a vraiment besoin de faciliter ce transfert. Je voudrais juste citer l'initiative EATIP, qui est donc une plateforme européenne pour l'aquaculture en termes d'innovation et de technologie. L'EATIP voudrait voir émerger au niveau national des plateformes miroirs pour aider les opérateurs locaux ou en tout cas nationaux à travailler dans ce sens-là. On a une volonté de faire émerger une plateforme miroir française et pourquoi pas au niveau de Boulogne. Donc ça, on en a pas mal parlé avec Acumer et on souhaite avancer dans ce sens-là. Par rapport à ce constat un peu global, donc on a vu l'émergence de nouvelles vagues de notre plateforme d'innovation. Elle entend répondre en partie, en tout cas, aux besoins qui ont pu être identifiés et qu'on a pu évoquer. Elle est aussi le fruit d'une volonté régionale de faire en sorte que la place boulonnaise puisse devenir référente sur ces questions techniques. Et puis aussi, elle a pour vocation de venir combler, entre guillemets, un vide, puisqu'on n'a pas, au niveau national en tout cas, de centres techniques, de plateformes techniques qui soient dédiées à l'aquaculture et à la pisciculture plus particulièrement. Dans nos objets et dans nos objectifs techniques et scientifiques, on n'a rien inventé, on a juste été reprendre les besoins qu'on pouvait identifier au niveau communautaire dans le cadre de l'EATIP et au niveau français. Et là, j'ai repris les différentes thématiques qu'on retrouvait dans le cadre des journées de recherche françaises pour la pisciculture. Alors quand je parlais de prérequis tout à l'heure par rapport à la durabilité, il suffit de regarder, on voit qu'il y a les questions de qualité produit, de sécurité, de santé du consommateur qui sont, je dirais, nécessaires avant de pouvoir commercialiser n'importe quel produit. Des questions liées à la technologie et au système, et quand on parle de durabilité, on peut effectivement imaginer qu'il va falloir se pencher sur toutes ces questions d'effluents et de savoir comment mieux gérer ces problématiques-là. Des questions liées à la diversification, c'est-à-dire quelles autres espèces on pourrait voir élevées que celles qu'on a l'habitude de voir élevées. Des questions liées à l'alimentation par rapport à l'optimisation de l'alimentation et comment faire pour nourrir par exemple des poissons carnivores avec d'autres sources de protéines voilà. Donc toutes ces questions-là sont à traiter. Je dirais qu'il y a un autre point qui est également aussi important, c'est les questions liées à la santé et au bien-être animal, puisque on se rend compte que beaucoup des opérateurs autour de la pisciculture ou même en conchyliculture se trouvent confrontés à des problématiques sanitaires où on a des maladies animales qui vont venir mettre par terre leur production. Et donc de façon plus opérationnelle, plus concrète en ce qui concerne Nouvelle Vague, nos travaux porteront principalement sur les nouveaux ingrédients pour obtenir des aliments innovants et on va dire durables, bien entendu, puisque c'est l'objectif. Les questions liées à la santé et à la pathologie, avec l'objectif de faire émerger des solutions vaccinales ou des aliments santé qui soient des formes de traitement différentes que le médicament, je dirais, tout simplement. Des expérimentations également sur les phases larvaires pour être capable de produire des nouvelles espèces, particulièrement avec l'utilisation de proies vivantes. Et on va travailler sur les copépodes, puisqu'on sait que c'est une possibilité fort intéressante. Bien entendu, des objets liés à l'élevage et à l'optimisation des paramètres d'élevage. La question des systèmes de recyclage de l'eau, j'en ai parlé à l'instant, à la fois sur le traitement des rejets, mais également sur les aspects énergétiques.
Et puis, je dirais que de façon un peu plus à part, on se penchera également sur les algues et sur les microalgues et leur valorisation, et puis également le développement de nouveaux équipements. Donc voilà pour ce qui nous concerne. Ben écoutez, merci, je vous souhaite un très bon courage. C'est bien parce qu'au fur et à mesure, on a des métiers différents et on voit que là, c'est plus un centre de recherche justement pour créer de la nourriture pour les espèces, etc. Un centre de recherche pour alimenter l'aquaculture, c'est bien ça. Je dirais, à recherche, je vais rajouter le mot appliqué ou opérationnel, voilà, puisque notre objet n'est pas d'être dans la recherche fondamentale, mais vraiment dans l'émergence de solutions qui permettent aux opérateurs de travailler mieux. Le centre qui va ouvrir à Wimereux, c'est ça? Il sera opérationnel, je pense qu'en début d'année prochaine, ou il est déjà opérationnel? On doit être livré au mois de décembre, donc je dirais qu'on sera opérationnel sur début 2017, les premières semaines de calage pour la technique, et on devrait pouvoir fonctionner dès le premier trimestre. Une façon de bien commencer l'année. Voilà. J'espère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Et on va accueillir notre dernier expert, Christophe Lefebvre, des AMP Aires Marines Protégées. Bonjour, monsieur Lefebvre. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Bon. Alors nous, on va parler justement des pressions existantes quelles sont les pressions existantes sur le littoral. Vous présentez ce que c'est les aires marines protégées. Oui, d'abord, il y a plusieurs catégories d'aires marines protégées, donc il faut déjà bien s'entendre sur la relation qui peut exister entre les aires marines protégées et l'aquaculture. Ça dépend beaucoup du type d'aires marines protégées, du type d'aquaculture. Selon qu'on développe de l'aquaculture à terre, qui peuvent impacter les aires marines protégées, ou de l'aquaculture en mer, qui peuvent aussi impacter. Donc il faut regarder effectivement le type d'impact, mais aussi les services rendus que peuvent comprendre les aires marines protégées dans leur mode de gestion au bénéfice de l'aquaculture et les élevages marins en général. Donc au-delà de la reconstitution des stocks halieutiques, etc. Donc il faut regarder ça sous tous ces aspects. Et puis par rapport aussi aux objectifs d'aires marines protégées. Il y a actuellement dans le monde très peu d'aires marines protégées. Uniquement 3,4% d'aires marines protégées dans le monde. Ça ne couvre pas grand-chose sur la surface océanique, 70% de la Terre. Mais l'objectif est assez ambitieux de création d'aires marines protégées au niveau mondial, 10% d'ici 2020. Le gap est assez important, mais enfin, les pays y travaillent. Et puis l'objectif que recommandent les scientifiques, c'est de créer 30% d'aires marines protégées. Donc il faut bien qu'on se mette d'accord sur ce que veut dire une aire marine protégée, ouais, sachant que certaines intègrent la gestion des ressources naturelles et d'autres sont des sanctuaires au sens strict, protection stricte. Donc il faut qu'on soit bien d'accord là-dessus. Quelques chiffres encore. En France, l'objectif à la situation actuelle des aires marines protégées, c'est un peu plus de 16% d'aires marines protégées. L'objectif, c'est de dépasser 20% d'aires marines protégées d'ici 2020, y compris dans la zone économique exclusive, dans la bande des 200 000 marins qui constituent les eaux sous souveraineté, sous juridiction française. Et donc, c'est au travers de la création de ce réseau d'aires marines protégées qu'il faudra, je pense, travailler à la fois avec le monde de la pêche, mais aussi avec le monde de l'aquaculture, que l'on ne connaît pas, il faut le dire. Le monde de la conservation connaît déjà assez peu le monde de la pêche, il ne connaît pas du tout le monde de l'aquaculture. Donc vous voyez le travail à faire pour entrer en relation avec ce monde. C'est ce que je vais essayer de montrer avec, d'ailleurs, puisque l'Agence des aires marines protégées travaille avec l'UICN. L'UICN, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature, un organisme international avec un comité français, travaille beaucoup sur ces enjeux-là. Et donc je vais vous expliquer un peu où on en est dans la réflexion. Donc tout d'abord, les catégories, j'avais dit, il faut évoquer les types d'aires marines protégées. Il y en a 6 qui sont identifiés par l'UICN, et c'est en fonction justement des modes de protection que l'on peut envisager ou non de travailler avec le monde de l'aquaculture. Alors si on prend la catégorie 1, qui est la réserve naturelle intégrale, donc là on est plutôt sur l'aspect un peu sanctuarisation du milieu marin, il est évident que là ce sont des zones de nature sauvage où les activités sont strictement interdites. Il y a d'ailleurs deux sous-catégories pour cette catégorie 1. Les sanctuaires stricts, c'est-à-dire qu'il n'y a que les scientifiques qui peuvent y aller, et les catégories qu'on appelle 1B, où là on peut y avoir des visites, mais très encadrées, non pas du public, mais des gens déjà assez spécialisés. La catégorie 2, c'est celle des parcs nationaux. Donc c'est vraiment un but de protection, écosystème, paysage,
mais aussi intégrant des fins récréatives. Bon, l'aquaculture, ce n'est pas une fin récréative, mais on peut déjà, dans les parcs nationaux, s'ils sont très grands, regarder, je veux dire, dans le futur, en quoi une aquaculture intégrée en mer pourrait se développer. C'est un sujet sur lequel l'UICN travaille. Sur la catégorie 3, monuments naturels, aires protégées, donc dans le but de préserver des éléments naturels spécifiques, là également, pour l'instant, c'est point d'interrogation. On ne sait pas s'il y a matière à intégrer l'aquaculture dans ce type d'aires protégées. Là où c'est beaucoup plus ouvert, c'est sur les catégories 4, 5 et 6. Catégorie 4, c'est les aires de gestion des habitats ou des espèces, par exemple, pour l'Europe, les zones Natura 2000 en mer. Je ne sais pas si vous connaissez ce type de protection. Donc ce sont des aires protégées gérées principalement à des fins de conservation, mais avec intervention possible au niveau de la gestion. C'est-à-dire qu'il y a des plans de gestion avec des mesures de gestion. Donc c'est dans les mesures de gestion qu'on peut envisager la pêche ou éventuellement les élevages marins. Catégorie 5, c'est une catégorie qui est destinée à la protection des paysages terrestres ou marins protégés. Donc plus sur les aspects paysagers et récréatifs ou écotourisme de mer. Là, tout à fait, on peut envisager effectivement une intégration des activités de pêche ou d'élevage marin, toujours dans des mesures, selon des mesures de gestion très, très strictes, hein, bien entendu. Et puis la catégorie 6, évidemment, c'est la plus ouverte. Hein, c'est celle des parcs naturels marins, qui est un nouvel outil créé par la France en 2006, où là, c'est plutôt une aire marine de gestion dans un but de gestion durable des ressources naturelles. Donc c'est bien dans ce cadre-là que l'on peut envisager très certainement une forme d'intégration des activités de ressources naturelles type aquaculture. Ça veut dire que ça serait dans la catégorie 4 et 6 si il y avait une intégration d'aquaculture. C'est bien ça? Absolument. Alors pour l'instant, l'UICN est prudente, évidemment, lorsqu'on établit des tableaux sur les types d'activités possibles dans les différentes catégories d'aires protégées. On s'aperçoit que pour l'instant, l'UICN recommande de fermer la porte aux activités, notamment élevage marin. Si vous regardez sur le plan la colonne destinée à l'aquaculture, la porte est fermée sur les 3 premières catégories et avec une possibilité de regarder les possibilités d'exploitation sur les catégories 3, 4 et 6. 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc pour avancer sur le sujet, vous savez que le monde de la conservation est un monde suspicieux, prudent. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut absolument créer des systèmes de contact, de relations nouvelles à établir avec le monde de la pêche, avec le monde des élevages marins, qui sont souvent travaillés ensemble, avec le monde de la conservation et surtout des acteurs de la conservation, c'est-à-dire ceux qui gèrent les aires marines protégées. Et donc là, c'est tout un travail de fond culturel à réaliser pour faire en sorte que ce dialogue puisse se mettre en place. Ce que l'on espère, c'est qu'à travers les outils de type planification spatiale marine, puisqu'on va vers ce type d'outils, on puisse créer une approche intersectorielle et faire en sorte que ce monde rentre en contact et discute sur des objectifs communs, sur des compatibilités entre la protection et le développement durable des activités en mer, y compris donc l'exploitation des ressources naturelles. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on va travailler. Et grâce à la législation, grâce à tout ce qui se fait au niveau réglementaire et législatif, on devrait pouvoir engager ce chantier-là d'ici quelques années. Voilà, donc c'est l'idée de faire en sorte aussi, finalement, que les aires marines protégées inspirent le monde de l'aquaculture. Quand je dis inspirer, ça veut dire faire en sorte que l'aquaculture se développe dans une approche intégrée, notamment en respectant la gestion des écosystèmes, puisque c'est une recommandation de niveau international, faire en sorte que la gestion de la mer est une approche intégrée, c'est-à-dire soit basée sur le respect de l'écosystème marin. Donc ça, effectivement, c'est ce que pourrait apporter le monde de la conservation au monde de l'aquaculture. Donc c'est un domaine très particulier qui demande du temps, de l'investissement, mais c'est un sujet, à mon avis, capital pour que le lien puisse vraiment se faire, la relation puisse se faire de façon utile et réciproque dans un système win-win, hein, où les services rendus par les aires marines protégées et par les gestionnaires d'aires marines protégées puissent se faire au bénéfice des acteurs économiques, ceux qui exploitent la mer au sens ressources naturelles. Voilà, je pense que cet après-midi, on regardera ces objectifs spécifiques. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, avec les keynotes qui vont avec.
Je voudrais simplement vous présenter les deux dernières slides qui en fait présentent, j'avais parlé des différentes catégories d'aires marines protégées, il faut regarder aussi les différentes catégories ou types d'aquaculture. Donc il faut faire une relation aussi dans le futur, mis à part les catégories 1, où là effectivement c'est la sanctuarisation. Pour l'ensemble des autres catégories d'aires marines protégées, l'UICN envisage de regarder en fonction des différents types d'aquaculture que l'on peut voir là dans ces tableaux, ce qu'il est compatible de faire, ce qu'il est compatible d'intégrer en matière de type d'aquaculture dans la mer en général, qu'elle soit strictement protégée, gérée ou en milieu complètement ouvert. Voilà. Donc vous avez ces deux tableaux. Là-dessus également, on pourra réfléchir ensemble, on pourra y travailler cet après-midi dans les ateliers. Donc vous avez les différents... Je ne vais pas vous lister, hein, vous êtes plus performant que moi pour lister les types d'exploitation. Vous voyez qu'ils sont très différents. Très différents. Ils peuvent être à terre, ils peuvent être en mer. Et donc c'est en fonction de ce type d'aquaculture qu'il faudra réfléchir sur les types d'intégration. Voilà. Donc là, ça va commencer même ce matin, hein, Monsieur Lefebvre. Hein. C'est pas que cet après-midi. Hein. Oui. Vous allez commencer. Merci, Monsieur Lefebvre. Okay. Voilà. Je vais rappeler Yvonne Agen. Venez nous rejoindre. Alors, qu'est-ce qui va se passer à la suite de cette intervention des experts? Je vous remercie beaucoup, messieurs, de nous avoir éclairé justement sur l'aquaculture. C'est intéressant parce qu'il y a vraiment différents domaines. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure à chacun, c'est vrai que ça va être très riche, ce débat. Il va en ressortir quelque chose. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer alors aujourd'hui? Là, ce matin, il y a un travail qui va être fait. Et ensuite? Oui, alors ce matin, donc nous allons tous partir dans la salle Océan Indien où nous étions tout à l'heure. Donc là, on va se diviser en petits groupes de travail. Donc c'est ma collègue Cathy qui va animer ce travail et qui va nous aider à sortir des propositions des pistes de propositions. De solutions d'avancement pour la recherche et innovation responsable en matière d'aquaculture. Alors après, donc, il y a une pause déjeuner qui est prévue ici à Nausicaa, au bar bistrot de la plage. Et ensuite, on retourne en salle Océan Indien pour finaliser nos travaux. Et donc à la fin, à 16h, on revient ici sur les plateaux pour que chaque groupe puisse présenter les résultats de leur travail devant le public et aussi en streaming. Voilà. Je pense qu'on peut dire, on pourrait fermer cette session, là, cette émission là qu'on vient de faire ensemble, que c'est vraiment l'aquaculture, c'est un défi social. Je ne sais pas si je me trompe, mais je pense un défi environnemental, un défi culturel et aussi un défi politique et juridique. Je pense que nos experts ne vont pas me contredire. On va voir ça tout à l'heure. On va voir le travail qui va être fait. Et je vous attends, moi ici, bien à 16h sur le plateau télé. Voilà, au nom de tout l'équipage de Nausicaa, je vous remercie d'avoir assisté à cette émission. On se rejoint tout à l'heure à 16h pour cette restitution sur le plateau TV. Bonne journée, bon courage et à bientôt sur TV Nausicaa.